Très bien. Ben, écoutez, merci. Tout le monde a été très sage, hein, donc merci aussi à tous les auditeurs d'avoir respecté les consignes. Mais maintenant, vous pouvez tous rallumer vos caméras, vos micros et tout ce que vous voulez pour entamer une petite discussion. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Peut-être Bruno, qui est quand même l'organisateur originel de ce super rendez-vous. Donc, Bruno, je te laisse la parole. Le micro, le micro, le micro. Le micro. Bruno, le micro. On ne t'entend pas. Oui, voilà. Voilà. Je vais rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à Jean-Claude Galietti, l'idée de ce rendez-vous. Et moi, je me suis juste chargé de contacter Gilles Novarina et puis d'essayer de monter la réunion de cet après-midi, hein, mais j'en ai pas fait plus. Non, alors, moi, pour lancer le débat, il y a deux choses. La première, c'est une vraie question, ça, et je pense que Lausanne va nous aider peut-être à y répondre. C'est que, quelle que soit l'époque, il me semble que les grandes opérations d'urbanisme se sont faites un peu indépendamment de ce qui était déjà là. Alors, quand je dis indépendamment, c'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, bon, Cerda, il a regardé le vieux Barcelone, comment dirais-je. Mais, l'exemple des écoquartiers au départ, il est significatif de ça. Je signalerai d'ailleurs, en complément de la critique qui a été faite, un article qui était paru, je crois que c'est dans le numéro 400 de la revue Urbanisme, qui disait les écoquartiers, ces futurs grands ensembles. Parce que, justement, quand on pense un quartier nouveau comme ça, en le déconnectant de ce qu'il y avait avant, hein, c'est-à-dire de la ville qui est déjà là, quoi. Aussi réussi soit-il, il posera un problème un jour. Donc moi, ça c'est un point intéressant auquel j'invite à réfléchir, c'est le premier point. Et la deuxième chose, alors c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, pardon, lors du colloque Quelle ambition pour l'urbanisme aujourd'hui, et non pas le colloque Cornudet. Il était à l'occasion du centenaire de la loi Cornudet, mais la question qu'on se posait, c'était qu'est-ce que c'est que l'urbanisme aujourd'hui et quelle ambition il peut porter. C'est la question du modèle. Moi, ça me gêne toujours un peu ce mot, parce que j'ai pas envie d'avoir un modèle. Moi, j'ai envie d'avoir peut-être des références, des figures à partir desquelles on peut travailler. Mais je suis toujours gêné sur la notion de modèle. Je me souviens qu'on l'avait abordé et qu'il y a eu discussion, mais il n'y a pas eu de conclusion véritablement établie. Voilà. Alors après, ça peut être un outil d'analyse, mais pour moi, c'est pas un outil de conception. Voilà. Alors peut-être Jean-Claude, en tant qu'initiateur officiel de ce fantastique rendez-vous, tu peux une petite réaction? Salut Gilles. Bonjour Jean-Claude. D'abord, j'ai envoyé des fleurs à mon copain pour dire qu'il a fait un travail remarquable, très très documenté, où j'ai trouvé plein de choses intéressantes. Petit reproche quand même, Gilles, pourquoi tu commences à la Renaissance? À un moment, tu fais dire, c'est pas toi qui le dis, mais tu fais dire à l'un de tes théoriciens consultés que finalement ça commence à la Renaissance. Ce qui est absolument faux. Si on regarde l'urbanisme romain ou l'urbanisme des Grecs, est redoutablement pensé. Et donc, certains vont même jusqu'à dire qu'après, c'est le grand vide jusqu'à Haussmann, en termes de technicité et de coordination des différents corps de métier. Hein. Mais on trouve aussi d'autres formes urbaines. Je pense à la civilisation minoenne qui a des organisations très, très pensées. Donc, je trouve que ça aurait été bien, alors je comprends hein, qu'on ne peut pas tout traiter dans un seul bouquin, mais ça aurait été bien de remonter un peu plus loin. Voilà. La parole est à la Défense. Alors, oui, sur la question du modèle, je me suis beaucoup posé la question de savoir s'il fallait utiliser ce terme ou pas. Moi, j'étais un enseignant, hein, j'enseigne encore aujourd'hui, et quand on utilise d'autres mots, références, les gens ne comprennent pas. Donc, j'ai fini par dire qu'il fallait parler de modèle,
mais j'ai beaucoup insisté, et je l'ai encore fait là dans mon intervention, sur le fait que un modèle, c'est un ensemble très composite. Hein. J'insiste sur le fait, par exemple, que le modèle de la ville régulière, il y a un certain nombre de principes qui sont des principes de base, qui ont trait, par exemple, à l'architecture, hein, je veux dire, qui ont trait aussi à l'organisation de l'espace public. Donc il y a un certain nombre de principes de base, mais que ces principes de base, ils sont mis en œuvre dans des contextes sociétaux différents, et que, donc, pour finir, c'est un ensemble de choses qui est assez diversifié, et que quand on réfléchit à un modèle, on ne va pas l'appliquer, on ne va pas le recopier, on va prendre un certain nombre de principes, un certain nombre de règles, un certain nombre d'orientations, et on va essayer de l'appliquer dans un contexte différent. C'est pour ça que j'étais un peu ennuyeux, mais j'ai parlé de l'urbanisme baroque, de l'urbanisme haussmannien et de l'urbanisme de Cerdan, pour bien montrer qu'on peut, par exemple, dire qu'il faut continuer avec les tracés de voirie qui sont des tracés de voirie jugés assez anciens, mais qu'on n'est pas obligé, pour autant, donc avec un découpage du sol en petits grains, comme disent les Américains, mais qu'on n'est pas obligé de faire des îlots haussmanniens pour autant. Hein. Voilà, donc je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va recopier. Et donc ça renvoie aussi à l'idée que la démarche de projet, c'est à la fois une démarche qui s'appuie sur le passé et qui innove. Hein. Et c'est pas la tabula rasa, je veux dire, qui a été... C'est pas les modernes qui l'ont inventé. Le Corbusier on a fait une proposition complètement caricaturale, que la tabula rasa, c'est pas la bonne façon de penser et d'organiser la ville et de composer la ville. Voilà ce que je dis. Mais je veux dire, j'explique bien dans mon introduction ce que c'est qu'un modèle, et j'explique bien que c'est pas le fait de recopier, hein, qu'il faut sortir de cette idée du pastiche et de l'innovation. Hein. Et par exemple, je prends un certain exemple. Moi, il y a un exemple qui me passionne, c'est Saint-Malo, la reconstruction de Saint-Malo, dont tout le monde dit que c'est une reconstruction à l'identique, mais quand on regarde bien ce que fait Aretsch, qui est une démarche assez subtile, d'une part, il garde l'esprit des tracés, mais il ne les reproduit pas tels quels. Il fait des îlots ouverts à la place des îlots fermés, et pour finir, il participe à l'organisation d'un concours de préfabrication pour faire une ville en fausse pierre. Hein, je veux dire, bon, c'est un exemple presque caricatural, mais enfin, il fait tout sauf une reconstruction à l'identique. N'empêche qu'il s'inscrit dans une analyse du lieu et un modèle urbanistique qui est plutôt celui de la ville traditionnelle. Voilà, pour répondre à la première question. Alors, par rapport à la question de Jean-Claude, je savais qu'il allait me poser cette question-là. Et on se connaît très longtemps et on n'est jamais d'accord. Alors, bien sûr que, je veux dire, bien sûr qu'on peut remonter plus loin, mais moi, il me semblait que pour comprendre la situation actuelle, le moment de la Renaissance, c'est un moment important, parce que c'est le moment de constitution de la société dans laquelle on vit, à la fois du point de vue culturel, avec le fait que l'art s'émancipe de la religion, que la politique s'émancipe de la religion, et qu'on invente une façon de penser l'organisation de l'architecture et de la ville qui marque encore notre époque contemporaine. Alors, bien entendu, je veux dire, la Renaissance, c'est le moment où on retourne à l'Antiquité. On retourne notamment à l'organisation de la ville romaine, le plan en damier. Donc, bien sûr que la référence de l'Antiquité est là. Je ne dis pas qu'on a inventé tout à la Renaissance, mais il me semblait que pour l'organisation de mon propos, je ne pouvais pas avoir quelque chose de trop long. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas simplement de faire des tranches d'histoire, mais c'était de montrer les liens, Et c'était bien de commencer à la Renaissance et de finir aujourd'hui, parce qu'autrement, ça aurait été une succession de choses. Et puis, j'ai beaucoup basé ce travail sur le fait que j'ai visité des villes à maintes reprises. Alors, il y en a plus que d'autres. Mais par exemple, je connais bien Turin, parce que j'y ai vécu 6 mois notamment, mais j'y suis allé très, très régulièrement.
Et donc là, je veux dire, en me promenant dans la ville, j'ai pensé à la manière dont était mis en œuvre un modèle d'organisation urbaine. Et je ne pouvais pas tout faire. Je vais passer mes vacances en Grèce, je connais bien les sites grecs, mais je ne pouvais pas tout faire. Ouais. Et je n'avais pas cette familiarité avec certaines situations qui me permettaient de dire des choses aussi précises que j'ai pu dire sur d'autres. Mais c'est peut-être que vous pouvez faire comme les films de Star Wars et décrire le début à la fin, hein, dans un autre, dans un futur ouvrage. Ouais. Bon, mais je veux dire, après, je veux dire, c'est aussi toute une littérature hein, que je connaissais moins. Je veux dire, bon, je connais la ville romaine, mais la ville grecque, c'est quand même plus compliqué que ça, quoi, je veux dire. Voilà. Pascal, bonjour Pascal, tu as levé la main, donc je t'invite à prendre la parole. Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, on travaille ou on réfléchit à la ville décarbonée ou le plus décarbonée possible. Et j'aurais tendance à dire que grâce au ZAN ou à cause du ZAN, il faut faire avec la ville déjà là, la ville qui existe. Donc, je rejoins un peu Bruno quand il dit moi, j'ai pas forcément envie qu'on m'impose des modèles parce que je crois que en tant que professionnel, on est obligé non pas de chercher des modèles, mais de faire avec la ville déjà là et avec le support, le foncier qui existe actuellement. Donc, je pense que pour les années à venir, alors il y a des grosses opérations qui vont se poursuivre, évidemment, mais je pense qu'on va passer à un urbanisme avec des toutes petites opérations et que la notion de modèle, elle va difficilement s'appliquer, me semble-t-il, parce qu'il va falloir faire avec la ville déjà là. Donc, on va reprendre la ville, le centre-ville historique qui peut être à la fois avec une trame médiévale et puis dans d'autres villes, ça va être le centre-ville de la reconstruction. Enfin, voilà, je pense que c'est ce qui nous attend pour les années futures. Et je suis assez bien Bruno en disant j'ai pas forcément en tant qu'urbaniste, j'ai pas forcément non plus envie qu'on m'impose des modèles, même si c'était pas forcément votre propos évidemment, mais voilà, je suis assez réservée sur le modèle moi aussi. Merci. Oui, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que vous m'entendez, le patchwork, il est déjà là. On a quand même toutes ces époques qui coexistent dans les villes qu'on va avoir à travailler effectivement sur les mêmes périmètres. Donc, moi, j'ai trouvé pas mal ce que nous apportent les New Urbanistes là, sur l'idée finalement qu'on peut retrouver de la cohérence dans des patchworks un peu différents. Alors, eux, bon, c'est plutôt du centre vers la périphérie. Mais ce qui serait intéressant, c'est de trouver les plus petits dénominateurs communs qui permettent de donner un sens global à du patchwork. Au nom peut-être de la ville décarbonée d'ailleurs. Hein, voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur ce côté-là, oui, effectivement. Moi, je peux apporter quelques éléments de réponse. Alors, c'est vrai qu'on va travailler sur les centres-villes, on va travailler sur les quartiers haussmanniens, et là, il y a une présence et une lisibilité des formes urbaines qui est... les formes urbaines et l'organisation spatiale est tellement lisible qu'elle s'impose à nous. C'est-à-dire, personne ne va imaginer qu'on va mettre dans un... Enfin, on l'a fait à certaines époques, mais plus personne aujourd'hui n'imagine la chose qu'on va implanter un bâtiment qui ne soit pas implanté l'alignement. Par exemple, je veux dire, parce qu'on voit la rue. Mais moi, j'habite, par exemple, dans une commune, la première couronne de banlieue de Grenoble. C'est-à-dire, c'est pas le périurbain lointain, dans lequel il y a beaucoup d'habitats individuels. Il y a encore quelques ateliers, et c'est une partie un peu plus chère que d'autres parties à Grenoble.
mais on voit ça aussi dans les quartiers plutôt populaires, et on a des promoteurs qui arrivent et qui achètent aujourd'hui 3 ou 4 maisons, qui les cassent, et qu'est-ce qu'il fait? Il pose un immeuble collectif au milieu de la Princelle. Il pose une barre, il pose 2, il joue avec les règles du PLU, mais les règles du PLU ne nous disent rien sur l'organisation des formes urbaines. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce qu'il faut qu'on privilégie l'îlot ouvert? Est-ce qu'il faut qu'on privilégie l'immeuble résidentiel autour de sa parcelle? Est-ce qu'il faut qu'on privilégie une densification en gardant des maisons individuelles? Je veux dire, et si on veut répondre à ces questions, je m'excuse, mais c'est important de comprendre les modèles. C'est-à-dire, un modèle, c'est pas quelque chose d'appliqué. Ce qui fait que on a un îlot ouvert, c'est parce qu'on a pensé la ville d'une certaine manière à travers, je l'avais dit là, au dernier colloque, je vais le répéter, mais à travers un réseau de voiries d'espace public qui est plutôt d'inspiration haussmannienne, mais on ouvre les îlots, on garde aussi un îlot avec une organisation unique, et si on ne prend pas en compte ces modes d'organisation urbaine qui sont précédés, sans les appliquer, on peut les revisiter. Hein. On sait bien qu'il est ouvert dans les HBM parisiens, c'est pas celui de Perret au Havre, ou c'est pas celui que fait Christian de Villers quand il fait la caserne de Bonn. Donc on sait que c'est pas la même chose, mais on a besoin de ces grands principes d'organisation de la ville pour savoir, on est libre de savoir si on les applique ou pas. Mais on ne peut pas se baser, si vous voulez, sur une règle du PLU. Pourtant, on a un PLU avec 3 orientations d'aménagement et de programmation, un règlement excessivement complexe sur tous les aspects pour agir. Et je veux dire, quand on discute de ça avec les habitants, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi, à certains endroits, on impose des implantations à l'alignement, parce que c'est une opération publique, et qu'à côté, on laisse un promoteur faire un immeuble résidentiel banal qu'on peut trouver partout, quoi. Donc, on a besoin de ça. Et si on veut faire autre chose que du lotissement de maisons individuelles, aller dans le sens, avec le ZAN, d'une optimisation de l'usage du foncier, on est aussi obligé de se poser la question comment on associe des maisons individuelles entre elles, y compris dans des zones de lotissement qu'on veut densifier. Je veux dire. Et là, on peut avoir un débat. Aujourd'hui, dans toutes les communes périurbaines, la densification passe très très mal. Hein, je veux dire, tout le monde dit que les gens de gauche qui la poussent font jeu des promoteurs les pires de l'agglomération. Et donc, on n'arrive pas à expliquer pourquoi on fait ça. Hein, et en plus, comme on veut faire 30% de logements sociaux, il faut amener plutôt des gens riches à côté pour payer les 30% de logements sociaux. Donc, on est dans une situation un peu complexe, quoi. Donc, moi, je pense que c'est important. Les modèles, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on copie, qu'on applique. C'est pas la sculpture qu'on dessinait à l'école des Beaux-Arts avant 1950. Hein. Je veux dire, c'est un certain nombre de principes, de choses par rapport auxquels il faut prendre position. Enfin, on est amené à prendre position, et ça ne veut pas dire les appliquer toujours de la même manière dans toutes les situations. Voilà. Je m'excuse, j'étais un peu long. Oui, Bruno, tu as levé la main, puis après j'ai quelques questions aussi. Bon, ça y est, je mettais mon micro. Oui, moi j'ai compris hein, pour l'histoire du modèle, c'est le mot qui me choque, c'est pas ce que vous mettez derrière. Voilà. Enfin, c'est assez marrant parce que du coup, j'ai regardé vite fait, enfin, j'ai regardé votre présentation. À un moment, vous parlez, au lieu de dire modèle, vous dites figure. Et moi, je pense que le bon mot, c'est figure. Voilà, c'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce qui est, où est-ce qu'on trouve une permanence et où est-ce qu'il y a des écarts par rapport à cette figure, hein, à cette permanence. Enfin, moi, je vais être prétentieux, mais ça fait rien, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Moi aussi, j'ai été prof pendant une bonne dizaine d'années. Alors, j'étais prof, je faisais de l'initiation à l'urbanisme à des étudiants en paysage, l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Et alors, le premier, c'était ce qu'ils appelaient pompeusement un laboratoire, c'est-à-dire dans ma jeunesse, on disait des travaux dirigés. Les premiers travaux dirigés que j'ai encadrés, on m'avait dit, bon, tu fais un truc, alors ça s'appelait
concept d'espace public. Et l'idée, c'était de dire c'est quoi une rue, c'est quoi un boulevard, c'est quoi une avenue, une place, etc. Et bon, au bout de 6 mois, j'ai dit, bon, les gars, on arrête, on parle plus de concept d'espace public. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des figures. C'est-à-dire que où qu'on soit, il y a toujours des rues, il y a toujours des avenues, des boulevards. Il n'y en a pas toujours, finalement, ça dépend. Et ils n'ont pas toujours la même forme. Mais il y a quelque chose de commun, il y a une espèce de permanent commun de devenir, auraient dit les présocratiques. Et donc, enfin, alors que quand on dit modèle, il y a un côté, enfin, c'est Olivier Ratoui, je me souviens, qui avait dit, toujours pareil, au fameux colloque qu'on avait organisé, un modèle, c'est quelque chose qui est exemplaire et reproductible. Et moi, je n'ai pas trop envie que ce soit reproductible, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en inspire, d'accord, qu'il y ait une continuité sûrement, mais où est-ce qu'on trouve, où est-ce qu'on fait rupture, quoi. C'est ça qui me paraît important. Voilà. Mais il ne faut pas non plus y passer 3 heures parce que je pense qu'on va. Et puis. Oui. Je finis sur. Enfin, je reprends ce que disait Pascal Poupineau. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai débat, effectivement, il est sur comment on travaille avec ce qui est déjà là. Hein. Et le problème, c'est que, alors avant, on allait construire à côté. Hein, on dit, voilà, c'est pas terrible ce qui a été fait, moi je vais faire mieux à côté. Et maintenant, la tendance, et ça me fait très peur, hein, c'est de dire ce qui a été fait, c'est pas bien, donc on rase et on recommence. C'est ce qui se passe au Mirail. Hein. C'est ce qui se passe à l'Almagar à Roubaix, c'est une catastrophe. Alors qu'il y a 40 ans, c'était un truc, il y en avait plein les revues. Le gouvernement envoyait tous ses ministres du logement, du machin, visiter. Ça avait des grands prix d'architecture et tout. Aujourd'hui, on dit non, il faut tout foutre par terre. Tout ça parce que ça n'a pas été géré. Et c'est ce qui se passe à la Butte Rouge. Pardon ? C'est ce qui se passe à la Butte Rouge. Ou à Châtenay-Malabry, à la Butte Rouge. Tout ça parce et que puis au Mirail, et puis dans plein d'endroits, ça c'est voilà. sûr. Hein. Et on détruit en 5 minutes alors qu'on met 30 ans à reconstruire. Non, mais ce qui est important, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut figer aussi. Mais la question, c'est comment on articule un nouveau projet à ce qui existe déjà. Comment on le modifie, comment on l'adapte. Donc, moi, plutôt que le modèle, ce qui m'intéresse, c'est rupture et continuité, quoi. Où est-ce qu'on continue ce qui existe déjà là et où est-ce que c'est nécessaire de rompre avec ce qui existait. Voilà. C'est fini. Dominique, tu as levé la main. Oui, je voulais d'abord remercier évidemment Gilles Novarina pour son exposé et faire le lien avec notre précédent rendez-vous de la SFU, hein, où on a eu une très belle présentation par Michel Fanny sur les villes nouvelles. Et en particulier, il nous a décortiquer 4 modèles de ville ou formes urbaines de la ville nouvelle à travers Marne-la-Vallée. Et lui, alors contrairement à vous, mais bon, il le met bien en lien avec la gouvernance. C'est-à-dire qu'il distingue bien la première tranche qui était liée à un État fort. Bon, vous l'avez évoqué bien sûr à propos de la ville régulière, mais il y a tellement de choses à dire derrière ça que c'est important. Ensuite, la deuxième période patchwork, où on est sur la postmodernité et les tranches urbaines qui viennent se juxtaposer à l'intérieur de la ville nouvelle. Ensuite, il nous a parlé d'une troisième tranche où on a commencé à discuter avec les gens et on a commencé à vouloir les rassurer. Et donc, on est revenu à une forme plus proche peut-être de la ville régulière, justement, avec une forme individuelle. Et enfin, il est arrivé aux écoquartiers avec la notion de stratégie partagée et de répartition entre habitat et emploi. Donc voilà, non, c'était juste pour faire le lien entre les deux parce qu'il me semble qu'il y a... Il y a à articuler les deux d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas très bien comment, mais le fait d'écarter la gouvernance me paraît compliqué aussi. Oui, c'est ça. Tout ça. Oui, c'est pas vraiment une question. J'ajouterais aussi dans la continuité de ce qu'on travaille pas mal à la SFU, c'est dans la présentation où vous exposez une colonne qui porte plutôt des figures et puis la colonne de droite qui porte plutôt des nouveaux enjeux environnementaux, mobilité, carbone, etc.
Finalement, nous, ce qui nous intéresse beaucoup à la SFU, c'est de comprendre en quoi ces figures dites anciennes incarnent déjà certaines de ces objectifs. C'est ce qu'on fait sur la butte rouge à Châtenay-Malabry, qui finalement, en fait, sans peut-être l'avoir été véritablement pensé à l'époque, est un véritable écoquartier. Ultra résilient, ultra bas carbone, qui est un score phénoménal en biodiversité, en infiltration, etc. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est de dire que, enfin, de savoir aussi que ces modèles ne sont pas seulement des leçons je dirais, de robustesse urbaine, entre guillemets, mais également apportent souvent des réponses par rapport aux nouveaux enjeux que l'on souhaite adresser aujourd'hui. Donc, on pourrait aller effectivement vers une requalification de ces enseignements en intégrant les questions d'aujourd'hui. Et je finis juste pour finir sur une question, c'est qu'il y a cependant un sujet qu'on touche souvent du doigt à la SFU et sur lequel on est un petit peu, on manque un petit peu de méthodologie, c'est celui de la beauté. Qui était quand même pendant longtemps aussi une des missions, je dirais, affectées à ces modèles. Est-ce que vous, dans vos analyses de ces modèles, enfin, puisque vous avez beaucoup travaillé sur la façon dont pensaient les urbanistes ces modèles, est-ce que ce sujet, finalement, on a bien compris que le logement, ça dépendait des époques, mais ce sujet de la beauté, du bien vivre, finalement, dans la ville, est-ce qu'il est présent dans la fabrication de ces différentes figures, à votre idée, à votre sens? Je vais essayer de répondre. Enfin, moi, il me semble que quand on regarde les ouvrages d'urbanisme, je vais répondre à Dominique Lancrenon, on essaye de tout mettre ensemble. Moi je viens des sciences sociales. Je ne suis pas architecte. J'ai commencé à venir des sciences sociales. J'ai beaucoup travaillé sur la gouvernance. J'ai produit 2 livres sur la gouvernance. Notamment, on avait travaillé sur l'intégration dans la gouvernance des processus de participation. Mais si je continue là-dedans, je ne peux pas parler des formes urbaines. C'est-à-dire, je n'ai jamais réussi à tout intégrer. Je veux dire, sauf à dire que tout est intégré. Alors, je comprends bien les nécessités quand on est dans un projet concret. J'ai participé à des projets concrets d'intégrer tout, mais intellectuellement, on n'y arrive pas, quoi. Parce qu'on est dans un système tellement complexe. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer un même mode d'organisation de la ville, celui de la ville régulière, par exemple, il pouvait s'appliquer dans des contextes qui sont totalement différents. Si on prend l'exemple des villes nouvelles, si on compare les villes nouvelles anglaises et les villes nouvelles françaises, en Angleterre, on a aussi un système plus centralisé qu'en France même, avec des établissements publics et des agencies qui jouent un rôle très important, mais on n'a pas la forme urbaine que vous décrivez au départ. On a une espèce de mélange de l'organisation urbanistique de la cité-jardin et puis des formes architecturales qui rappellent un peu la modernité. Donc, il n'y a jamais d'élément de relation de cause à effet entre l'organisation politique, sociale et les formes urbaines. J'insiste beaucoup là-dessus. Et je pense que, par exemple, aujourd'hui, quand on discute d'un projet urbain, on a besoin de réintroduire ces principes d'organisation parce qu'on est face à des citoyens qui ne comprennent rien. Ou alors on les roule dans la farine. Je m'excuse, mais on parle d'autre chose, on parle du bonheur des gens, on parle des petites fleurs, énormément aujourd'hui, des insectes, de l'écologie, mais on ne parle jamais des formes d'organisation de la ville. Et puis après, derrière, on leur impose quelque chose. Et le débat, il doit être là-dessus. Je veux dire, moi je souhaiterais, par exemple, qu'on dise
voilà, si on met un immeuble à l'alignement à cet endroit-là, c'est parce que c'est l'axe principal de la commune dans laquelle je vis et que là, il faut affirmer une forme urbaine qui soit une forme urbaine de continuité. Mais qu'ailleurs, on peut avoir une autre forme. On n'a jamais ce débat-là. Voilà, donc, j'ai essayé, chaque fois que j'ai présenté quelque chose, de rappeler le contexte social et économique. On me l'a même un peu reproché. J'ai essayé pour bien montrer qu'il n'y avait pas une indépendance de la question de l'architecture et de l'urbanisme par rapport au contexte social. Mais en même temps, il n'y a pas une relation de cause à effet. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une relation de cause à effet. Parmi le monde des urbanistes, je ne dis pas à la SFU, mais parmi le monde des urbanistes. Donc ça, c'était mon premier élément de réponse. Sur la question que vous avez posée, j'ai oublié un peu, Laurent Vignoul, c'était la beauté. Non, la recherche de la beauté dans les figures urbaines, pour résumer. Alors, la beauté, selon les moments, par exemple, dans la figure, le modèle de la ligne régulière, c'est la pureté géométrique qui fait la beauté. C'est plus un immeuble a une forme rectangulaire, plus il y a un alignement des ouvertures, enfin, bon, je sais pas, plus c'est beau. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a, on peut assimiler la perfection d'organisation géométrique à la beauté, quoi. Hein. Ce qui est quand même une vision très restrictive de la beauté ou de l'esthétique. Hein. Oui. Alors, il y a d'autres moments où c'est plutôt des figures de la nature, les figures du territoire géographique qui sont la beauté. La ville organique, c'est plutôt ça. Hein. Le corps, c'est plutôt les irrégularités, etc. Mais ça, c'est aussi des positions extrêmes. Et moi, j'insiste sur le fait que jamais personne, dans l'histoire de l'urbanisme, tout ce que j'ai lu, jamais personne n'a dit que l'irrégularité, c'était bien. Jamais. Hein, Camilo cite, qui a été... Le Corbusier dit que c'est l'inventeur du chemin des ânes. C'est pas vrai. Il explique que la régularité s'applique dans 90% des cas et qu'il faut pratiquer les régularité de manière mesurée. Unwin, c'est la même chose. Marcel Proët, c'est la même chose. Enfin, on peut prendre tous les gens. Et donc, on voit bien que peut-être la beauté aujourd'hui, ce serait cette espèce de capacité à prendre en compte un mode d'organisation de la ville qui répondrait à une certaine rationalité, et puis d'arriver à saisir un certain nombre d'événements ou un certain nombre de traits du territoire local qui fait qu'on arriverait à être un peu décalé par rapport à ça. D'accord. Par exemple, je pourrais dire ça, mais c'est un peu théorique. Non, c'est bien. Charles, dans l'ordre. Bonjour Charles, qui avait levé la main. Oui, Charles Lambert, bonjour. Bonjour à Gilles Novarina en particulier. J'interviens un peu à la fin, mais j'ai regardé la pendule avant de lever le doigt pour ne pas être trop tard. C'est-à-dire que je m'insère bien sûr dans cette conférence et sa structure et l'importance qu'elle doit prendre, parce qu'effectivement, on doit tous se référer à ces trois formes qui viennent d'être révélées par les 5 siècles, 6 siècles qui viennent de passer, etc., etc. Mais je vais commencer l'objet de mon intervention en répétant pour la 19e fois après les 18 fois de Gilles Novarina, il faut que les gens comprennent. Et nous sommes incapables de nous faire comprendre. Or, quand on ne se fait pas comprendre dans la civilisation du XXIe siècle, dans la civilisation mondialisée, dans la civilisation des réseaux sociaux, dans la civilisation d'une élévation globale du mode de compréhension du monde par les gens, on n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est inutile ou qu'on est superfétatoire. Donc, on doit nous faire une très très grande analyse de conscience sur ce sujet pour se dire tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était vrai, mais il faut qu'on en change. Alors après, c'était vrai, oui, mais on ne va pas changer uniquement parce que c'est une question de posture. Et pour cela, moi j'aimerais bien, je le dis devant tout le monde,
parce qu'avant j'étais un peu gêné de le dire autrement. J'aimerais bien qu'on fasse un rendez-vous de la SFU sur, non pas l'histoire de l'urbanisme, mais l'urbanisme du futur. Et j'aimerais bien en prendre le propos liminaire. Je vais m'expliquer. Je crois qu'effectivement, Gilles Novarina a raison d'avoir commencé, excuse-moi Bruno, d'avoir commencé à la Renaissance. Bien entendu, il y a eu la civilisation grecque, il y a eu bien sûr la civilisation romaine, il y en a eu d'autres, il y en a eu en Asie, etc., etc., bien entendu. Mais il a bien fait parce que toute cette période est une même période de civilisation. C'est une période de civilisation où on a une classe dirigeante qui domine. C'est un Moyen-Âge plus ou moins éclairé, plus ou moins machin, etc. Une classe dirigeante qui domine, et puis une classe laborieuse, pour ne pas dire ouvrière à l'époque, alors qu'en fait, on est passé d'une société rurale à quelque chose que nous devons enfin décrire comme une société urbaine. C'est-à-dire une société qui est devenue urbaine, le mot est peut-être mal choisi, mais comme il est utilisé par tout le monde maintenant, prenons-le, l'urbain n'étant pas la forme de la ville, n'étant pas la référence à la ville, mais étant la référence à un niveau commun d'action sociale, un niveau commun de recours à des services qui sont mutualisés, un niveau commun de recours à une assurance de vie moyenne à peu près sûre pour chacun. Toute chose qui n'existait pas avant. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on peut oser se demander si on n'est pas en droit de projeter la ville du futur. Et à ce moment-là, il n'est plus question de forme urbaine. Il n'est plus question de forme urbaine, il est question de se demander comment l'homme peut ou doit organiser son implantation sur le globe terrestre. Étant entendu que de toute manière, son mode de raisonnement, son mode de référence est un mode de raisonnement collectif et un mode de raisonnement, sinon partagé, du moins on dit démocratique, disons un mode de référence à la nécessité pour chaque individu d'avoir un certain nombre de droits. C'est là où moi je retrouve Henri Lefebvre qui m'a formé. Ce n'était pas l'idéologie marxiste qui m'a fait le retrouver parce que je ne la partageais pas, mais là où je comprends maintenant ce qu'il voulait nous dire autrement et peut-être que lui-même ne l'avait pas écrit. De toute façon, c'est que chacun a des droits dorénavant et la ville doit s'inscrire dans les droits des gens et non pas le contraire dans lequel nous sommes. Donc il me semble que c'est tout ça qui change. À ce moment-là, les formes. La forme du village, quand elle est inscrite volontairement dans la forme métropolitaine, c'est une forme urbaine métropolitaine. La forme du quartier central, du quartier dense, de l'écoquartier, de la cité-jardin, c'est une forme qui a ses avantages et ses inconvénients. Et dans une société cultivée, chacun doit pouvoir choisir. Alors après, il y a toutes les questions du marché, je n'ignore pas les questions de la pénurie, parce qu'on n'a pas voulu s'occuper de la rente foncière, de la bourgeoisie, etc. Mais on peut tout dire, mais voilà l'intervention que je voulais faire, qui n'est à la limite pas une question, qui est une demande de poursuivre. Merci. Merci Charles. Mais je pense que chacun de nos rendez-vous amène une petite pierre à l'urbanisme du futur. Et la proposition de grande synthèse que tu évoques, on la prend avec plaisir pour l'année 2024. Merci. Jean-Claude, je te laisse en fait le mot de la fin parce qu'il est déjà 7h30. Donc, on va vite s'approcher de la conclusion, si vous voulez bien. J'avais deux questions en réaction par rapport à ce qui s'est dit.
On a parlé de la beauté. Je pense que la question d'abord préalable, c'est qui définit la beauté? C'est-à-dire, est-ce que la beauté est à dire d'experts, est à dire de spécialistes, ou est définie par un débat qui engage beaucoup plus largement la population et qui n'a pas forcément les mêmes goûts que les spécialistes? Donc, j'aimerais que Gilles réagisse là-dessus. Deuxième question, et Gilles a commencé à aborder cette question, c'est que bon, je suis assez d'accord pour dire que les modèles, c'est une question théorique et pas trop pragmatique, mais la question, c'est que dans tout ce monde-là, de l'urbain, on n'a pas beaucoup parlé de deux acteurs fondamentaux. Le premier, c'est l'habitant, et le deuxième, c'est l'entreprise. C'est-à-dire que tous ces gens-là, c'est eux qui fonctionnent dans la ville, et je ne sais plus qui disait que les électeurs votent avec leurs pieds, mais les citadins, ils votent aussi parfois avec leurs pieds ou leur voiture. Ce que je veux dire, c'est que les attentes sociales, les attentes sociales des habitants, bien entendu, mais aussi, il ne faut pas oublier que nous ne serions pas là s'il n'y avait pas des entreprises, s'il n'y avait pas de l'activité économique, etc. Et c'est souvent un sujet. Donc, j'aimerais savoir ce que pense Gilles de la prise en compte. Alors, je retournerai presque ce qu'a dit Charles, parce que la question, c'est est-ce qu'il faut qu'ils nous comprennent ou est-ce qu'il faut qu'on les comprenne? Gilles. Non, mais c'est... alors, bon, moi, j'ai toujours été dans tout ce que j'ai dit, j'ai toujours été de ceux qui disaient que les entreprises, les habitants, les acteurs de ce qu'on appelle la société civile, ils avaient un rôle déterminant dans la fabrication de la ville. Donc, alors, moi, j'insiste sur le fait que j'admets que la ville actuelle, j'ai insisté là-dessus, hein, la ville actuelle, pour moi, c'est pas la ville des centres-villes, c'est tout. Hein, et j'aime bien dire que la ville, c'est tout. Alors, on peut appeler ça métropole, ville diffuse, on peut envoyer des termes, mais aujourd'hui, on a un continuum. J'ai présenté le urbanisme à cause de ça. Y compris les espaces les plus naturels sont des espaces urbains. Et on doit les penser, et on doit arrêter de penser la ville avec un extérieur. Hein. Moi, je travaille sur les zones d'activité aujourd'hui, zones industrielles. Les zones industrielles, ça a été pendant toute l'histoire des réserves foncières pour développer de nouveaux quartiers d'habitation. Et on a foutu les choses à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est en train de nous péter dans la figure parce que ça favorise une mobilité extrême et qu'en plus, on ne trouve plus de zones pour implanter des activités économiques parce que personne ne veut avoir une industrie qui fait du bruit, qui pollue près de chez soi. Donc, ça, c'est un aspect important. Et donc, j'insiste aussi, je veux dire, la ville qui est faite de morceaux, il y en a un magnifique exemple, c'est Londres. Il n'y a jamais eu de plan d'ensemble. Et à Londres, il y a des grandes qualités. Moi, quand je me promène à Chelsea, j'adore. Je veux dire, c'est un ensemble de maisons individuelles devenues très luxueuses, avec une diversité des formes architecturales extrêmes, des jardins qui sont soignés, mais quand on regarde quand même comment fonctionne Londres, cette absence de cadre d'ensemble quand même, mais qui peut être un cadre minimum. Ce patchwork n'est pas sans poser problème. C'est-à-dire que chaque élément est intéressant, mais n'est pas sans poser problème. Marcher à Londres, c'est impossible. On ne sait jamais où on va. Alors peut-être qu'on peut être content de ne pas savoir où on va parce qu'on fait des tas de bifurcations, mais on ne sait jamais où on va. C'est-à-dire on ne comprend pas. L'espace n'est pas lisible. Alors, je veux dire, moi, j'ai plutôt tendance à plaider pour une ville qui accepte la diversité, mais qui a un minimum d'organisation. Et cette organisation, on trouve sur les espaces publics, sur la trame verte et bleue, sur des grands éléments de structuration. Voilà, donc le choix, c'est celui-là. Hein. Moi, j'ai donné mon point de vue personnel, mais je ne l'impose pas. Sur la question la question de la beauté, c'est une question complexe parce qu'à la fois, on peut avoir des éléments objectifs pour la définir et en même temps, ça ne suffit pas. Hein, donc, c'est intéressant quand même d'amener des éléments objectifs. Hein, on peut parler, si l'art, on peut parler, il y a une histoire de l'art, il y a une critique d'art, on classe les gens et après, on peut dire
que c'est insuffisant, mais ce travail minimum, il est quand même nécessaire. Et après, on peut montrer qu'il y a toujours une part subjective qui s'associe. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre L'art et la raison aussi. C'est pour montrer qu'on n'est jamais du côté de l'art, de l'intuition artistique, de la beauté, ou du côté de la rationalité. Ce qui fait la ville, c'est un mélange des deux. Et c'est là aussi où la créativité individuelle intervient. Hein. Dans les villes les plus structurées, il y a des exceptions, il y a des architectes qui n'adhèrent pas au principe d'Haussmann et qui arrivent à créer des choses qui font que c'est un moment de bonheur quand on se promène dans la ville, quoi. Donc voilà, donc, pour répondre à beaucoup. Après, sur la question des habitants des entreprises, on ne peut pas non plus que leur faire confiance. Je veux dire. Pas dit ça. Non, mais bon, il se trouve que je suis conseiller municipal, d'abord de la majorité, puis dans l'opposition à la tronche, où le projet de la municipalité, c'est la participation. Hein. Et en gros, je suis face à une adjointe à l'urbanisme qui, chaque fois qu'il y a une étude qui est faite par l'agence d'urbanisme ou pour un cabinet d'architectes qu'on pourrait diffuser à la population, dit non, il ne faut pas la diffuser. Parce que ça va foutre la pagaille. Voilà. Donc, je veux dire, si on veut les habitants, parce que autrement, on a des habitants qui veulent que rien ne se passe. Hein, il faut conserver les choses en état. Qui sont aujourd'hui obsédés par les fleurs, toute une série de solutions d'implantation d'une végétation de proximité qui ne marche pas, hein, qui ne se développe pas. Enfin, on peut caricaturer les choses. Donc, si on veut un débat, il faut que nous, urbanistes, on amène un certain nombre d'éléments de réflexion qui permettent le débat. Hein, on est des professionnels. On a un savoir qui doit se confronter avec celui des habitants, mais on doit leur donner les éléments pour qu'ils puissent nous juger. Et c'est ça qu'on ne fait pas très souvent. Hein. Mais, dans ma commune, on fait un grand projet. On implante un bâtiment qui fait 10 étages à la place d'une ancienne friche militaire, le long d'une avenue, ça peut se comprendre. Mais sauf qu'à côté, il y a 2 guérites qui font un demi-niveau et qu'après, il y a un immeuble qui est en retrait. Parce qu'on a gardé un des bâtiments militaires de cet ancien hôpital militaire qu'on a requalifié. Comment voulez-vous que les gens jugent? Ils vont vous dire c'est pour vous. Il y a quelle cohérence de cette opération? Je veux dire, si on avait fait l'immeuble derrière, gardé les 2 bâtiments, qu'on crée un espace public, peut-être que les gens auraient pu comprendre, mais autrement, ils ne comprennent pas. On ne leur donne pas les clés pour comprendre ce genre de situation. Et on produit des situations qui sont des situations quand même très complexes. À la limite de l'intelligence, et donc on a des réactions de gens qui sont des réactions de gens de refus. Voilà, donc je ne veux pas être béatement optimiste, mais moi je crois plutôt à la participation, je pense plutôt que c'est une bonne chose, le débat, mais à condition qu'on apporte aux gens les éléments qui leur permettent de nous critiquer. Quand je parlais des habitants ou des entreprises, c'est pas uniquement de partir de leurs attentes, mais aussi de partir comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'on voit très bien, par exemple, dans des parcours résidentiels, comment les gens évoluent. Tu as vécu comme moi la construction de la Villeneuve, qui était faite pour les couches moyennes, qui était considérée comme le nec plus ultra de la ville à l'époque. Et puis, les gens sont partis, c'est d'autres couches qui sont venues, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi s'interroger, les sociologues le font plutôt bien, s'interroger sur comment fonctionnent les gens. Ça fait partie du package de connaissances. Il n'y a pas que la parole des habitants, il y a aussi l'observation et l'analyse. Ça, on peut le rappeler. On peut rappeler aux gens. Aujourd'hui, c'est difficile. On peut rappeler aux gens que les solutions qui sont pensées en fonction du premier habitant, c'est pas forcément les bonnes dans 10 ans. Et donc, on peut dissiper là-dessus. C'est compliqué. Je vous propose de conclure parce que finalement, c'est peut-être ça la meilleure conclusion, Gilles, et merci de nous l'avoir distillé pendant ce rendez-vous. C'est finalement peut-être de cette rencontre entre les urbanistes et les habitants, les uns sachant des choses que les autres ne savent pas et finalement échanger le maximum
pour arriver à tirer le meilleur parti des savoirs de chacun. Je ne veux pas vous motiver, mais je peux dire une chose sur les entreprises, par exemple. Il se trouve que je travaille sur la requalification des zones d'activité, ce qui est un sujet qui ne passionne pas les urbanistes, parce que c'est... et donc, c'est intéressant de voir... Pas tous les urbanistes. Pas tous les urbanistes, mais globalement, ni les urbanistes ni les architectes. Mais en tout cas, je veux dire, les questions que posent les chefs d'entreprise aujourd'hui, quand on va les interroger, alors ils sont dans leur logique économique, hein, je veux dire, mais ils disent nos salariés ne trouvent pas d'endroit pour manger. Il y en a qui veulent venir en vélo, ils n'arrivent pas à venir en vélo parce que la gare est là, mais il faut faire 1 kilomètre et on se fait écraser par les camions. On aimerait avoir... Voilà, donc on voit bien que, y compris des acteurs comme ça, ils sont capables de rentrer dans une logique de fabrication de la ville qui n'est pas simplement celle du lotissement et puis on achète le terrain le moins cher possible et on se pose dessus. Parce qu'ils ont conscience qu'ils ne trouveront plus de salariés s'ils restent là-dedans. Alors, avec toutes les contraintes de ce que c'est que l'économie capitaliste, la gestion d'une entreprise, hein, mais je veux dire... Ça, c'est des dimensions qui sont... Et ça, c'est intéressant quand même de voir les évolutions de la pensée des gens. Merci beaucoup. Merci. Je profite de l'occasion quand même pour rappeler qu'il y a un moyen extrêmement simple d'inviter tous les habitants et tous les chefs d'entreprise à mieux connaître l'urbanisme. C'est de visionner les rendez-vous de l'urbanisme. Donc, c'était le 26e aujourd'hui. Ils sont tous disponibles, plus toutes les restitutions de nos colloques sur la chaîne YouTube SFU-Société française des urbanistes. Et franchement, je pense que c'est la plus belle bibliothèque des savoirs sur l'urbanisme qui existe en ce moment, en tout cas en France. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, Gilles, ce rendez-vous sera mis sur la chaîne. Je vais essayer demain, mais sinon, ça sera la semaine prochaine. À chaque fois, on organise ça en 2 volets, le volet présentation, puis le volet débat. On les retrouve facilement parce qu'ils ont le même titre. Et puis donc, je voulais vous inviter pour alors un rendez-vous qui est peut-être assez lié finalement et qui va également passionner Charles. Ça sera le 11 janvier à 18h. Et là, il s'agira de discuter d'une nouvelle méthode de planification urbaine qui a fait l'objet du Grand Prix national de l'ingénierie 2023 et qui s'appelle la méthodo. Et cette méthode, en outre, permet de théoriser avec tous les habitants ce qu'on appelle l'urbanisme de l'eau. Voilà. Eh ben, merci à tout le monde pour cette belle soirée. Merci infiniment, Gilles. Je crois qu'on va tous courir à la librairie pour découvrir votre livre. J'espère. Bonne lecture, en tout cas. Et revenez nous voir autant que vous voulez et quand vous voulez. La porte est grande ouverte. Plaisir. Oui, peut-être que je pourrais participer au 11 janvier, je ne sais pas. Avec plaisir, et si vous m'associez à un autre groupe de réflexion, je le ferai avec plaisir. C'est noté. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Très bonne soirée et bonne fête. Bonne fête à tout le monde. Bonne soirée. Oui, bonne fête à tous.